Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi. L'Église catholique maintient les restrictions face au Covid-19. Il n'y aura pas de pèlerinage à Popenguine cette année encore et vous entendrez les réactions de fidèles nostalgiques au plus grand rassemblement religieux chrétien au Sénégal. Également dans l'actualité de ce mardi, cette nouvelle alerte des bacheliers orientés à l'université virtuelle du Sénégal. Ils n'ont toujours pas démarré les cours 6 mois après leur orientation à l'UVS. Et enfin, dans Réussir au Sénégal, une figure populaire, Modou Diagne Fada, leader du mouvement estudiantin dans les années 90, à directeur général de la Sonacos depuis 2019, son parcours à découvrir en fin d'édition. Pour la deuxième année consécutive, le pèlerinage marial à Popenguine n'aura pas lieu. La raison, nous la connaissons tous, le coronavirus. Et nous avons rencontré des fidèles chrétiens à la paroisse des martyrs de l'Ouganda, parmi eux Rémidien, nostalgique à cet événement annuel de Popenguine. Mamadou Dia et Moussa Fall, reportage. Les paroisses et églises ne refusent pas du monde le matin. À la paroisse des martyrs de l'Ouganda, quelques-uns des fidèles viennent se recueillir. Rémidien est un agent commercial à la retraite. Ce fidèle catholique accorde le clair de son temps au recueillement. Je suis à la retraite et dans mes activités, chaque matin, très souvent, je viens me recueillir et confier à la Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, ma journée et mes activités. Comme que je n'aime pas tellement l'oisiveté, très souvent je viens, c'est un petit pèlerinage qu'on fait. Des moments de recueillement et de communion, Rémidien les avait aussi pendant le pèlerinage marial de Popenguine. L'allègement des mesures, un espoir de renouer avec la ferveur. Mais la suspension du pèlerinage est accueillie avec pincement au cœur. C'est malheureux. On espérait au moins avec l'assouplissement des mesures, barrières et avec la tendance baissière qui se dessine, pouvoir honorer ce pèlerinage qui nous tient tant à cœur. Mais quand même, nous les chrétiens catholiques, nous rendons grâce à Dieu encore pour les décisions que prennent nos pasteurs. Ils ont analysé la situation et ils ont communiqué avec nous en nous sensibilisant et aussi en nous demandant, même en ce mois de mai, qui est dédié à la Vierge Marie, de prier pour que cette pandémie disparaisse le plus rapidement possible. Les prières peuvent être formulées partout dans les lieux de culte, comme dans cette paroisse des martyrs de l'Ouganda selon Rémi. Mais ce fidèle catholique qui ne se rappelle plus de son premier pèlerinage est nostalgique de Popenguine. Très nostalgique. J'espère que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, avec l'intercession de la Vierge Marie, nous pourrons reprendre ce pèlerinage. Comme que nous sommes des croyants, on peut prier n'importe où. Comme les musulmans, on peut prier n'importe où. Ce n'est pas parce qu'on va à Popenguine que les grâces vont venir. On peut prier à la maison. Et il y a les églises qui sont ouvertes maintenant, heureusement. On peut prier à l'église. Cette année, comme l'année dernière, le pèlerinage marial de Popenguine n'aura pas lieu. Rémidien a envie de retrouver la ferveur et la communion l'année prochaine. En attendant la reprise du voyage vers le lieu de dévotion, il compte tous les matins venir prendre la température des martyrs de l'Ouganda. Un nouveau report donc justifié par la crise sanitaire. Et le coronavirus justement a fait aujourd'hui 28 cas positifs ce mardi donc et 0 cas de décès. Mais la surveillance est encore de mise. Elles font partie de ces héros dans les hôpitaux qui luttent au quotidien contre le coronavirus. Les sages-femmes, elles continuent leur travail dans les maternités malgré les risques engendrés par la crise sanitaire. Le Monde leur rend hommage demain. Et la présidente des sages-femmes
sages-femmes du Sénégal plaident pour une couverture universelle afin de réduire les décès maternels et néonatals. Naïbig Bambouch a répondu aux questions d'Elhadj Malick Cissé. C'était dans Kenno Askan Wi cet après-midi sur ITV. Qui a été faite par ICM, la Confédération internationale des sages-femmes, également l'OMS et UNFPA. Cette étude a montré, c'était sur la pratique de sage-femme, comment la sage-femme, dans son travail de tous les jours, peut impacter sur la santé de la mère et de l'enfant. Et cette étude a montré que si il y a une couverture universelle en sage-femme, c'est-à-dire partout où une sage-femme doit être pour pouvoir aider les femmes, on va réduire de 67% les décès maternels évitables, de 64% les décès néonatals évitables et de 65% les morts naissances. Ça veut dire que tout ce qui est naissance pendant la grossesse, l'accouchement et dans le postpartum immédiat. Et pour dire qu'il suffit simplement d'investir, d'augmenter de 10% seulement le nombre de sages-femmes dans une année pour déjà avoir 21% de réduction. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vraiment qu'on investisse sur les sages-femmes, aussi bien dans leur pratique, en leur donnant les compétences qu'il faut, que dans le nombre, en les recrutant. Également dans l'actualité sanitaire, une maladie dont les conséquences sont de plus en plus perceptibles en milieu scolaire. Il s'agit de l'asthme. 30% des cas répertoriés au Sénégal proviennent justement des écoles. Papa Lunsar nous en parle ce soir à l'occasion de la journée internationale de l'asthme célébrée ce mardi. C'est une maladie chronique qui ne joue pas avec les enfants. L'asthme avance lentement mais sûrement sous nos cieux. Le taux de prévalence est en nette augmentation selon l'Organisation mondiale de la santé et les facteurs explicatifs sont légion. Il y a une part génétique, donc ça veut dire qu'il y a l'hérédité, n'est-ce pas? On sait que c'est souvent dans les mêmes familles asthmatiques qu'on retrouve les personnes souvent d'asthme, mais ça ne veut pas dire que quand on n'est pas asthmatique, qu'on ne peut pas avoir d'enfant ou de nièce ou de neveu qui est asthmatique. Et également, il y a ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. De plus en plus, nous avons une dégradation de l'environnement avec la pollution qui est devenue très importante. Donc, il y a plein de particules qui circulent et tout ça, ça joue au niveau des voies respiratoires parce qu'on sait que l'asthme est un problème d'inflammation chronique au niveau des voies respiratoires. 30% des cas sont recensés dans le milieu scolaire. Une équation pas encore résolue par les blouses blanches, mais les initiés ont déjà fait le constat. Nous sommes en fait en train de réfléchir là-dessus parce que nous avons beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui s'absentent à l'école, qui viennent pour crise d'asthme. Et dans nos consultations, quand nous voyons, n'est-ce pas, nous trouvons souvent essentiellement des patients qui vont à l'école. Et c'est ça qui fait que nous avons dit que nous allons faire une grande étude. Pour le moment, c'est juste une étude préliminaire, n'est-ce pas, qui montre que nous avons pris jusqu'à 20. Combattre l'asthme, c'est aussi combattre les idées reçues. Un obstacle majeur pour soigner les patients. Les théories développées suscitent parfois l'hilarité, mais le professeur Idrissa Dembaba avertit. C'est notre combat de tous les jours, parce qu'on sait que l'asthme, c'est une maladie où on a fait des avancées significatives sur le plan de la connaissance de la maladie, sur le plan des manifestations, mais également sur le plan diagnostique. C'est un problème d'inflammation, donc il y a plein d'idées reçues qui sont contre, en tout cas, l'utilisation du traitement de fond, alors qu'on sait qu'un malade asthmatique, ce qui le soigne, c'est les pompes, la pompe bleue et un traitement de fond en continu. Et deuxième chose, ces idées reçues font que les gens pensent qu'en ayant une tortue à la maison, on peut chasser l'asthme. Ça, c'est pas possible. Soit on est asthmatique ou on est non asthmatique. Donc le problème est beaucoup plus sérieux, plus fort, plus profond que ça. Plus de 300 millions de personnes atteintes dans le monde, plus de 330 000 décès par an. L'asthme, une maladie silencieuse qui tue. Les médecins alertent sur ce danger qui prend ses aises dans notre environnement. L'autre titre de l'actualité, les cours n'ont toujours pas totalement démarré à l'université virtuelle du Sénégal. 6 mois après leur orientation, ces nouveaux bacheliers interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils se sont rassemblés aujourd'hui à l'espace numérique ouvert de Sébikotane. Mohamedou Niana Diallo est le porte-parole de ces étudiants de l'UVS. Regardez. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui devant l'UNO de Sébikotane pour fustiger les mots qui gangrènent les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal, plus particulièrement les étudiants de la promotion 8. Ces étudiants, ils sont orientés à l'UVS depuis novembre 2020 et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à commencer à faire leurs cours de spécialité. Et cela est dû considérablement aux promesses qu'avait fait le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Parce que le ministre nous avait promis que nous allons recevoir nos outils de travail à temps et aussi nos espaces numériques ouverts. Il s'agissait de 10 espaces numériques ouverts seront réceptionnés dans la première trimestre du mois de l'année 2021. Et jusque-là, rien n'a été fait, raison pour laquelle les étudiants ils sont totalement en colère. C'est ce qui justifie notre descente aujourd'hui. Parce que l'université a déjà rempli sa part du contrat parce qu'ils ont eu à démarrer les cours les cours transversaux, à savoir les cours en leadership, développement personnel et en informatique. Et les étudiants aussi ont déjà rempli leur part du contrat. Maintenant, c'est au ministre de livrer les outils de travail afin que ces étudiants puissent continuer à faire leurs cours comme ça doit se faire. Bon, aussi, il faut le savoir. L'université virtuelle du Sénégal est présente dans l'étendue du territoire. Parce qu'actuellement, nous sommes 14 espaces numériques ouverts et nous sommes présents dans l'étendue du territoire. Et nous avons toujours été pacifiques, nous avons toujours privilégié le dialogue. Donc nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur à faire des efforts. Parce que nous sommes dans le besoin et les étudiants veulent travailler car le temps perdu ne se rattrape jamais comme nous avons l'habitude de le dire. La population sénégalaise est essentiellement composée de jeunes. On a tout certes, mais l'emploi constitue encore un défi majeur pour nos gouvernants. Pendant ce temps, des travailleurs demandent l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Le chef de l'État n'est pas favorable à cette requête, tout comme la plupart des Sénégalais que nous avons interrogés sur la question. Voyez ce reportage de Mamadou Dia. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce lundi après-midi, certains étudiants pressent le pas pour rentrer, tandis que d'autres rejoignent les amphithéâtres. Ici, la fermeté du chef de l'État au sujet de l'allongement de l'âge de la retraite est bien accueillie. Je suis de tout avec Monsieur le Président de la République, parce que vu la situation actuelle, avec le taux de chômage qui est actuellement au Sénégal, je suis de tout avec le président. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis avec leur diplôme et ils chôment. Mieux vaut prendre les jeunes qui sont sortis il y a des jeunes qui sont sortis et qui sont expérimentés en plus. De l'université, nous nous rendons au rond-point de Ngor. Un groupe de retraités débrief Aliouba et agent à l'aéroport. Il est farouchement contre la décision. J'aimerais bien que ça soit à 105 ans, mon retraite. Parce que je suis encore capable de travailler et je continue. Bon, mes enfants, c'est des petits gosses. Et j'aimerais bien l'aider un tout petit peu pour qu'ils puissent me prendre un tout petit peu la main demain. Mais pour ça, il faut que je travaille pour 105 ans. Ousseynou Kane, marailleur, invite l'État à maintenir cette décision pour plusieurs raisons. Sur le plan impact financier, par exemple, pourquoi c'est une mesure qu'il faut prendre avec réserve? Il y a les questions budgétaires, parce qu'un fonctionnaire qu'on maintient à son poste jusqu'à 65 ans, il touche beaucoup d'argent, parce que plus il dure dans la fonction, plus son salaire augmente avec les indemnités. L'édile de la commune de Ngor pense régler le problème de l'emploi des jeunes. Vous savez, le Sénégal est un pays jeune. Quand on pense aux jeunes, automatiquement, on ne peut pas aller dans le sens de faire la retraite à 65 ans. Donc j'apprécie vraiment la décision du président par rapport à l'âge de la retraite. On ne peut pas continuer à gérer des seniors alors qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte, a déclaré le chef de l'État. Et qu'on respecte l'âge de la retraite, parce que ça c'est la loi. Une décision diversement appréciée par nos interlocuteurs. Un reportage donc signé Ngordio fait hier devant les fonctionnaires de Thiès. Le directeur de la solde a révélé qu'entre 2018 et 2020, 29 à 50 milliards de non-francs ont été collectés en termes de relèvement des rappels des enseignants. Une autre revendication des fonctionnaires, la dématérialisation des procédures depuis la capitale du rail, Isidore Alexandre Sen. Enseignants et autres agents de la fonction publique ont échangé pendant plusieurs tours d'horloge avec les directeurs de la solde à qui, comme complaintes, ont été passés au peigne fin pour une bonne gestion de la carrière des fonctionnaires. Il y a beaucoup de réformes et d'initiatives qui ont été entreprises depuis plus de 85 ans au niveau de la direction. Et étant la personne
qui détient la haute main de cette direction. Ce que nous attendons, c'est ce qu'il a déjà commencé de faire. En réalité, la direction de la solde continue de parfaire le système de dématérialisation des besoins des usagers. Nous avons instauré une démarche de communication depuis 2017 avec l'ensemble des acteurs en fait, disons de l'éducation, de la santé, de la justice. Et en termes d'information, je pense aujourd'hui l'information, elle n'est plus à chercher, elle est disponible dans nos plateformes. La situation des rappels, par exemple, des enseignants est publiée depuis février 2018, chaque mois. De 2018 à maintenant, un travail colossal a été abattu, notamment en ce qui concerne les revendications des syndicats d'enseignants. Le relèvement des rappels de 29 milliards à 50 milliards. Et depuis 2018, ce point est régulièrement exécuté avec un paiement en moyenne en fait, de 52 milliards à 55 milliards chaque année. Il y a aussi en fait, le relèvement de l'indemnité de logement de 60 000 à 100 000 qui a été exécuté globalement en différentes tranches. Le 1er octobre 2018, il y a eu la première augmentation. La deuxième tranche a suivi le 1er janvier 2019 et la dernière tranche le 1er janvier 2020. En termes de dossiers, je pense que nous sommes à des taux d'exécution très satisfaisants. La fête internationale du travail a été mise à profit par les fonctionnaires pour asseoir un dialogue permanent avec la direction de la solde. On retiendra également de l'actualité que le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou sera bientôt opérationnel. Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, a visité les chantiers. Il ne reste plus qu'à régler la question de l'indemnisation des impactés du port. Les détails avec Babacar Seck. De construction du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou a satisfait le ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a procédé à la visite du chantier. Et le plus important, je crois que c'est cette jetée-là qui aujourd'hui est terminée et qui constitue en tout cas le gros des investissements. Quand on vient là, on se rend compte du niveau d'évolution vraiment de ces travaux-là. Et nous avons visité pour les différents, en tout cas, concessionnaires qu'il y aura au niveau du site, qui ont en charge de certains de leurs investissements. On a vu également que ça avance bien. Les entités concernées par les travaux du port vont travailler à la levée de toutes les contraintes, surtout celles liées à l'indemnisation des impactés. Des éléments d'approvisionnement d'eau, c'est l'électricité, je pense, qui est en phase d'être résolue, mais c'est également quelques soucis au niveau foncier qu'il faut régler, s'assurer que ceux qui devaient être indemnisés l'ont été, et convenablement, et s'il reste encore des soucis, voir avec les autorités locales, voir avec le promoteur, mais certainement aussi même avec les populations, pour convaincre autant que possible, et autant que possible aussi faire respecter les différents droits qui sont attachés à cela. Donc nous allons regarder ça techniquement avec les différents responsables, et je pense que dès qu'on pose sérieusement les problèmes, on trouve des solutions. Le ministre s'est réjoui de la mise à contribution de l'expertise locale. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que quand même c'est un investissement privé. Ça c'est important. Donc ça montre un peu l'apport du privé dans ce qui est en train de se construire au Sénégal. Et la fierté que j'ai, que je ne cesse de répéter, c'est de voir d'un chantier à l'autre une expertise sénégalaise qui est en train de s'exprimer ici, et dans des éléments très pointus, et ça c'est important. En plus de la jetée d'1,5 km de long, 12 silos d'une capacité de 80 000 tonnes de céréales et des cuves d'hydrocarbures sont en phase de finition. Et dans le reste de l'actualité, le sport et le ramadan. Il est déconseillé de faire des exercices intenses. Les sportifs savent peut-être comment s'y prendre en cette période. Mais si vous n'êtes pas habitué au sport, attention, il y a quand même des précautions à prendre. Omar Khan et Mafalfal ont fait un tour sur la corniche de Dakar, très fréquentée par les Dakarois. Par-ci, s'accorde. Par là, ça s'étire. Et ça coule de l'autre côté. C'est dire que les sportifs ne sont nullement abattus par le mois de Ramadan. À peine ont-ils rompu le jeûne qu'ils ont déjà chaussé les baskets. Du sport dans une très bonne ambiance.
Des exercices, oui, mais moins physiques que ceux qu'ils pratiquaient avant le ramadan. Je cours un peu et je fais quelques mouvements. Je ne fais pas trop d'efforts comme avant le ramadan. Pendant le ramadan, nous ne buvons pas assez d'eau. C'est pourquoi j'évite d'y aller trop fort. Une journée de jeûne qui les rend beaucoup plus légers et donc beaucoup plus actifs au moment de passer à l'action de nuit. C'est la première fois que je fais du sport en temps de ramadan. J'ai remarqué avec le ramadan, je fais plus d'efforts, je suis plus légère, je suis plus à l'aise aussi. Ça me permettra même après le ramadan de savoir ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger pour ne pas être tout le temps lourde. Parce que quand on est lourd, on ne peut pas faire du sport. Ce n'est pas possible. Et je sens que, je me sens légère quoi. Quand je fais le sport, je ne sens presque pas le jeûne du lendemain. Et quand on est un sportif, même quand on jeûne, ça ne nous empêche pas de faire du sport. Tu as le corps léger et tu te déplaces facilement. Le secret, ne pas trop manger au moment de rompre le jeûne. Au moment de rompre le jeûne aussi, je ne mange pas beaucoup. Je ne prends pas de pain. Je prends juste un peu de tendrement, comme on a l'accoutumé, et mon café, que j'aime beaucoup, et un peu d'eau. Si j'ai une orange ou bien moitié de pamplemousse, je mange et je file mes chaussures et je viens faire le sport. Mettre les bouchées doubles pour brûler le maximum de cholestérol pendant ce mois de jeûne. Mais sans abuser. Modou Diagne Fada dans Réussir au Sénégal de ce soir. Oui, il s'agit de l'actuel directeur général de la Sonacos, mais avant, il a été ministre de la Jeunesse sous le régime d'Abdoulaye Wade en 2000. Aujourd'hui, il est aussi le leader du parti politique LDR, les démocrates réformateurs ISL. Son portrait est signé Seynabou Babou et Cher Diop. Son attachement au sol sénégalais est sans pareil. Modou Diagne Fada refuse des bourses pour pouvoir poursuivre ses études à l'étranger. Fada n'a jamais voulu quitter le Sénégal. Comme il le rapporte lui-même, l'actuel directeur général de la Sonacos croit fermement à l'éducation de son pays. Alors moi je crois à mon pays, je crois au système éducatif sénégalais. Alors, quand j'avais obtenu le bac, mes camarades de classe, ou bien même ceux qui étaient de ma génération, beaucoup sont sortis à l'extérieur pour faire leurs études. Ou bien certains même ont carrément abandonné les études pour aller faire de l'immigration. Quand j'ai été à l'université, je me suis mis dans la politique, je me suis mis dans le syndicalisme et j'étais à un moment donné devenu l'étudiant le plus influent de sa génération et le plus influent de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et maintenant, et à ce moment-là, j'ai eu des camarades qui étaient avec moi dans le mouvement étudiant, qui étaient avec moi dans le syndicalisme, qui ont été corrompus par les autorités universitaires en leur offrant des bourses extérieures. Donc moi, si je voulais sortir à l'extérieur, j'aurais pu réussir à le faire. Mais telle n'a jamais été ma volonté. J'ai toujours cru à mon pays, j'ai toujours cru au système éducatif de mon pays. Leader influent à l'université, il a très tôt développé des capacités entrepreneuriales grâce à l'environnement universitaire où il occupait des postes de responsabilité. Entre députés, chefs de cabinet, ministres, il a été reconnu partout. Le premier ministre de la jeunesse du Sénégal sous le régime d'Abdoulaye Wade. Le plus jeune député de l'Assemblée nationale et le plus jeune ministre. Oui, étudiant, j'étais d'abord sur le plan politique, j'étais
le premier poste politique que j'ai occupé, je l'ai occupé à l'université. C'était après, j'étais un membre de la coordination des étudiants de Dakar. Écoute, quand je suis sorti de l'université, par fait de grève, parce que moi j'ai été exclu de fait de l'université, en 1994, le président Wade était dans la majorité présidentielle élargie. Il m'a choisi comme son chef de cabinet. En 2000, avec la première alternance démocratique, j'ai été promu ministre de la jeunesse. Donc le premier ministre de la jeunesse de toute l'histoire politique du Sénégal, mais je crois aussi que de toute l'histoire politique de l'Afrique. Parce que jusqu'en 2002, où je suis devenu ministre de l'Environnement et de l'Hygiène publique. Et plus tard, ministre de l'Environnement seulement. 19, j'ai été nommé directeur général. Dans un contexte où il est question d'emploi, Modou Diagne Fada a un message pour les jeunes. En restant au Sénégal, on peut réussir sa vie en travaillant au Sénégal. C'est vrai, moi, c'est peut-être un parcours un peu atypique parce que j'ai eu quand même le courage, quand il le fallait, à m'engager en politique. Il y a des gens, ils ont attendu d'avoir 45 ans pour s'engager en politique. Moi, j'ai vécu avec le patriotisme depuis ma tendre jeunesse. Parce que j'ai toujours considéré que je dois apporter quelque chose à mon pays. Je dois contribuer au développement de mon pays. Je dois apporter quelque chose aux populations, etc., etc. Ça a toujours été ma philosophie. Et j'ai toujours dit, par la politique, je devais pouvoir le faire. Et donc, je me suis engagé, très jeune, 18-19 ans, en politique, pour aider mes concitoyens. Mais des gens peuvent être au Sénégal et s'engager dans le business, s'engager dans l'agriculture, s'engager dans l'administration centrale, s'engager dans d'autres domaines et réussir leur vie. Ce cadre estime que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour une réussite des jeunes dans nos murs. Pour lui, tout se passe au Sénégal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.